Vous écoutez 2D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Sauf dans ce cas précis. Nous sommes le 8 août 2019 et voici 2D6 Plus Sharp, épisode 2. Une simple conversation autour du jeu de rôle comme on en entend sur bien des podcasts. Celle-ci date du 1er avril, carrément. J'avais proposé aux compères Mas, Mathieu B et Giseno d'apporter leur touche finale au podcast Frankenstein numéro 4. Naturellement, l'échange qui en suivit fut si long qu'il resta de côté. Aujourd'hui, il est enfin diffusé. On y parle pêle-mêle de tables aléatoires, d'alchimie entre personnages joueurs, de bleed, du naturel qui revient au galop, de savoir faire la passe, du jeu en performance, de se soumettre sciemment aux autres personnages, d'attentes qui polluent le fun, de sortir de sa zone de confort, de changer de genre, de casser les stéréotypes, de jouer des ordures, et enfin des jeux à secret. Sois prévenu, cet épisode sent fort l'entre-soi. Pour cette fois, il n'y aura pas de duel d'opinion. On se fait essentiellement des papouilles à grande tape dans le dos. J'espère que tu y trouveras un intérêt. Bonne écoute. Messieurs, ainsi s'achève le Frankenstein numéro 4, et je ne pouvais le faire en meilleure compagnie, n'est-ce pas ? Comment est-ce que vous créez vos personnages ? Bon, je vais prendre la parole, ok, j'y vais là. Mais après toi, Mas, rôle récurrent dans l'émission. Donc, comment je crée mes personnages ? Donc, je parle d'un stéréotype. Je pars toujours d'un stéréotype, toujours le mec badass, le mec plutôt gentil, et après, je vais agrémenter ça, mais plutôt pendant la partie. Je veux dire qu'avant la partie, je pars surtout, je vois en gros mon personnage, mais vraiment en gros. Et après, pendant la partie, c'est là où j'essaye de le faire évoluer. Et donc, j'essaie de le faire évoluer par rapport aux autres personnages et non pas que par rapport aux miens. Pour mettre une sorte d'interactivité et pour que je prenne du plaisir à le jouer, j'ai besoin d'accroche d'autres joueurs, quoi. Tu épices le plat une fois que tu l'as goûté. Ouais, tout à fait, je l'épice une fois que je l'ai goûté. Donc je crée un truc vraiment basique, et après ça va prendre de la consistance petit à petit, du moins j'espère que ça prenne de la consistance. J'ai l'impression, peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être qu'il reste un stéréotype tout le long, ça c'est aux autres de le dire. Tu accordes ton violon à l'orchestre composé par la table. Exactement, oui tout à fait, et j'accorde mon violon exactement, je compose donc... la musique, on compose la musique donc ensemble. Et par exemple, typiquement, je prends un exemple concret, je dois faire une campagne de Donjons et Dragons, 5, mainstream de base. Ça arrive à des gens très bien. Et donc dans les jeux mainstream, je fais presque souvent que des personnages totalement tirés au hasard. J'aime bien, j'adore ça. En fait, je trouve que ça me permet de partir sur des idées que je n'aurais pas eu moi-même, comme ça, donc je tire tout au hasard. Le background aussi, je le tire au hasard. Le background, la classe, les caractéristiques, la race. Parce que par exemple, moi d'habitude je jouais que des humains. Quand j'étais dans mes débuts de jeu de rôle, je jouais que des humains. J'aimais pas trop jouer autre chose que des humains. Je trouvais que j'interprétais mieux des humains. Et donc j'ai décidé, pour éviter ça, j'ai décidé de tout tirer au hasard, comme ça, dans des jeux mainstream, comme ça me permet de pouvoir toucher des races, par exemple, que je n'aurais jamais joué, comme des gnomes, des gobelins, là je joue un sans-dragon, par exemple, c'est un truc... Ou alors un elfling paladin agnostique, élevé par des gobelins, avec une jambe de bois, et un cheveu sur la langue, donc. Oui, je me moque des tables aléatoires. Ça pourrait être ça, mais non, mais moi ça me paraît un truc plutôt pas mal, voilà, à jouer, quoi. Non, mais tu prêches à converti, quoi. Enfin, je m'amuse à appeler ça le gage à gogo, mais j'aime bien de temps à autre comme ça. C'est aussi pour ça que j'aime bien prendre des pré-tirés aussi, pour sortir de ma zone de confort. Tout à fait, pré-tiré, j'adore ça, parce que le pré-tiré, ça te permet justement de rentrer... Après, moi j'ai cette vision que malgré n'importe personnage que tu fais, malgré même si ça va en totale contradiction avec ce que tu pensais jouer ou ce que tu penses jouer d'habitude, au final tu joues toujours un peu la même chose, entre guillemets. Donc ouais. Tu crois ? Je sais pas, qu'est-ce que en pensent les autres ? On pourrait répéter la question. Non, je pense qu'un joueur, n'importe quel personnage qu'il est, il a toujours une zone de confort où il est très très difficile
de sortir. Mais vraiment très très difficile. J'ai l'impression, avec toutes les nombreuses parties que j'ai fait, que quand je joue avec des gens qui sont toujours les mêmes, mais qui jouent des personnages différents, au final je vois toujours la même façon de jouer le personnage, malgré la différence de backroom, malgré la différence de race, d'ethnie, de n'importe quoi. Au final, ils restent dans leur zone de confort et ils jouent toujours un peu pareil. Salut, moi c'est Mathieu B. Je suis plutôt d'accord avec toi. D'ailleurs, on le voit au niveau des joueurs, mais on le voit au niveau aussi des styles de maîtrise. Moi, j'ai joué pendant des années avec un pote avec qui on créait des jeux de rôle style action. Et en fait, même quand on jouait des jeux de rôle qui n'étaient pas action, il jouait toujours le même MJ et toujours les mêmes personnages, et moi aussi. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Du coup, c'est là que c'est intéressant d'avoir des outils un peu aléatoires, comme tu dis, pour varier justement. Avoir des buts aléatoires, avoir des raisons de participer à une aventure qui soit tirée au pif et qui te soit imposée, ça fait des contraintes créatives et c'est vachement bien. Ah tiens, tu es là toi Mathieu B, tu n'es pas, la tête dans le guidon sur ton site, c'est pas du JDR, name dropping inside. Merci. Ding. Mais comment crées-tu tes personnages? Moi du coup, c'est vraiment la partie du jeu de rôle qui m'excite le moins, la création de personnages. Et j'ai tendance vachement comme Mas à créer mon personnage en fonction des autres joueurs. Donc mes personnages sont toujours créés à l'arrache, sont toujours créés en dernier à une table de jeu et sont souvent créés en réaction ou suite à la découverte des autres personnages. Voilà. Idéalement, si je peux faire un personnage qui est défini par 3 étiquettes ou 4 étiquettes à tout casser, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et surtout, c'est des persos que j'aime découvrir pendant la partie. Alors, si le système de jeu le permet, quoi. Hein, si le système de jeu c'est réparti 200 points en X compétences, et ben, tant pis pour la surprise, ce sera pas sur ce qu'il sait faire ou pas faire, quoi. Mais j'aime bien les jeux qui me permettent de remplir mon personnage au fur et à mesure. Au début, tu commences avec juste 2 traits, et puis petit à petit, tu lui inventes des histoires, mais toujours en lien avec les personnages des autres joueurs ou avec des PNJ qui ont déjà été créés, quoi. Pour pas avoir un personnage qui soit complètement hors sol, tu vois. Mmh. Voilà. Et puis depuis quelques années, ouais, j'aime bien aussi avoir des personnages qui sont différents par l'âge, par la religion, par le métier, par le genre, par ce que tu veux, quoi. Donc jouer un petit peu à contre-emploi, jouer le vieux grabataire dans un truc d'action, jouer... T'es pas chiant toi. Voilà, tu dis ? C'était parce que tu sais, la dérive, typiquement quand le meneur te propose quelque chose de très ciblé et que le joueur va aux antipodes parce qu'il le vaut bien ou parce qu'il le peut. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ça effectivement, c'est pas cool parce qu'il faut quand même rester à jouer avec toute la table, quoi. Si tu crées systématiquement un chien parce que ça te fait triper quand tu joues dans un western, bon bah voilà, ça va faire rire une fois que tu as joué un chien, mais si tu le fais à chaque séance, c'est pas très marrant, quoi. Ça correspond à un certain canon esthétique du western. Oui. Très ciblé, très précis, que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je l'ai fait ça déjà à Deadland, hein. J'ai eu des tables avec il y avait une gamine et son chien, ouais. Donc 2 PJ, le chien et la gamine, c'était très cool. Ok. Mais nous sommes sur écoute. Qui donc es-tu? 4e intervenant. Hello, c'est JC. JC, le vrai? Lénore la sorcière? Le vrai, l'unique. Mais c'est Paulina Polia Makarova. Évidemment. Et oui, cette question m'a pas mal plongé dans des abîmes de réflexion parce que j'ai l'impression de ne pas avoir trop de technique ou d'habitude, alors que évidemment je pense qu'il y a des habitudes et des gimmicks qui reviennent très souvent sans que je m'en rende compte, mais j'ai pas vraiment de formule en fait. Et alors un peu comme Mathieu, j'aime bien le faire un peu en dernier et puis je fais ça aussi. M'accorder un peu au reste de la table, mais j'ai l'impression que c'est alors j'ai un peu réfléchi au truc qui revenait en boucle un peu dans la façon de le faire, c'est que j'ai l'impression de le faire un peu comme je peux le faire quand je suis MJ en jeu sans scénario préécrit, c'est-à-dire en étant beaucoup dans la gamberge, c'est-à-dire d'imaginer pas mal de choses qui pourraient venir en jeu ou pas, et donc quelque chose de très fluide qui va sans doute pas intervenir, un peu comme la fameuse phase qu'on adore tous dans le jeu Firebrands, le solitaire, c'est-à-dire la phase où
le solitaire. On imagine des choses qui se sont passées dans la vie de son perso, qui n'arrivent que dans notre tête, qu'on n'est pas forcé de faire intervenir en jeu, mais que j'aime beaucoup personnellement parce que ça te permet de donner une voix à ton personnage et quelque chose de très important pour moi, arriver à ce que ton propre personnage te touche et t'apparaisse comme presque un peu humain, mu d'une agentivité insoupçonnable mais bien existante, quoi. Et donc voilà, c'est un truc qui revient très souvent, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être touché par mon personnage, surtout s'il commence de manière un peu arbitraire, un peu comme Mathieu, si on le fait en 2-3 traits, s'il est pré-tiré, s'il nous plaît pas beaucoup au départ, c'est ça qui me, enfin ça ne me dérange pas dans le sens où je vais un peu prendre ça comme un défi et essayer d'arriver à un stade où ce personnage taillé à la serpe va me toucher, quoi. Mais si vous vous aventurez dans une campagne, est-ce que vous avez le même modus operandi ? Est-ce que sur le long cours, vous prendrez un tel risque ? Bah pour moi, donc si je m'aventure dans une campagne, effectivement, moi j'ai le même modus operandi. J'ai le même mode de fonctionnement. Campagne one shot, pour moi c'est la même chose dans le style de personnage que je vais créer. J'ai une autre méthode que j'ai utilisée quand j'ai fait par exemple les campagnes avec toi, Vols. J'ai une autre méthode, c'est quand on me demande de jouer dans des endroits particuliers et qu'on n'a pas justement de table d'hasard, de table aléatoire. J'essaye de me rattacher à un stéréotype que j'ai récupéré de bouquins. Alors, techniquement, par exemple, quand on a joué à la Spada Rossa, mon personnage est totalement inspiré du personnage du héros de comment il s'appelle, Arturo Pérez là. Arturo Pérez ? Capitaine Alistré, je suis pas sûr du nom de l'auteur s'il est exact. Mais est-ce que vous voyez Capitaine Alistré Alatriste, voilà. Capitaine Alatriste, voilà. Moi, je me suis inspiré de ce personnage. J'ai pris des petits bouts de ce personnage et je me suis dit voilà, je vais faire un personnage comme ça. Donc c'est un stéréotype parce que c'est un héros que j'ai déjà lu. Et après je le tournerai à ma manière. Pareil quand j'ai joué Marcos. Comment Donc j'ai tiré au hasard le playbook. Sérieux ? Ouais. J'ignorais ça depuis tout ce temps. Donc j'ai tiré au hasard le playbook et après tu m'as expliqué, tu me dis voilà, bah après moi je l'ai créé par rapport à ce que je comprenais parce que tout le reste aussi du playbook j'ai tiré au hasard, par exemple les sauvages et compagnie, tout ça a été tiré au hasard. Et j'ignorais tout ça. Je pensais que c'était vraiment calculé, le pouvoir, le taulier, tout ça. Ah non, pas du tout. Le nom vient du sous-commandant Marcos, qui est pas du tout la même chose que mon personnage au final. Et je pars là-dessus, quoi. Et je me dis voilà, je vais le jouer comme un méchant, comme on imaginerait un méchant dans un film post-apocalyptique. Alors je pensais pas du tout au méchant de Mad Max Fury Road parce que je l'avais pas encore vu à ce moment. Mais je suis parti vraiment dans cette optique-là. Je me suis dit voilà, comment un méchant jouerait. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit voilà, j'aime pas trop jouer des méchants. Au final, on joue rarement des méchants, mais je me suis dit voilà, là c'est un monde sauvage. Beaucoup dans un débat sur Casus No, beaucoup ont dit oui, mais non, on peut pas jouer un méchant comme ça, c'est pas possible et tout. Je dis mais non, moi je veux que la narration, je veux que l'histoire soit cohérente de mon point de vue de personnage. Et donc, pour qu'elle soit cohérente de mon point de vue de personnage, il faut que je joue un méchant comme un méchant serait joué. Si on regarde bien ce personnage, je pense, il garde quand même une certaine humanité qui m'est propre et qui est là, quoi. Tu vois. Bon, c'était pas une très belle personne, on va dire, mais par un moment, t'arrivais à l'humaniser suffisamment pour qu'on puisse s'identifier sur un malentendu. Et moi, je l'aimais bien. Et puis par moment, le karma t'a bien mordu la nuque, comme tu le méritais, donc c'était pas plus mal. Et j'ai une question pour Matt, c'est est-ce qu'il t'a touché un moment en fait ? Est-ce que t'as éprouvé quelque chose pour lui ou c'était juste un personnage purement esthétique je veux coller à l'esthétique du méchant, quoi. Alors j'avoue que moi, les personnages qui me touchent, alors
Je dirais que oui et non. En fait, je pense que aucun personnage que j'ai joué m'a touché à tel point de dire ah, putain, mais j'adorais. Mais en fait, ils me touchent tous parce que je les intègre en moi. Tu vois, quand je les joue, j'essaye d'être le plus le plus vrai possible. Et donc au final, il m'a touché. Ouais. Et, je veux dire, Commandant Marcos, ça m'a touché. Mais comme quand je joue un ange déchu dans une campagne de com qui s'appelle l'étranger et qui se souvient de rien et qui est naïf à mort, et bah ce personnage me touche tout autant, tu vois. Okay. Et pour le coup, tous deux étaient très différents. Et quand tu dis qu'on joue toujours les mêmes, bon, il y a toujours des fois de temps à autre, tu peux pas t'empêcher d'avoir ton petit côté poil à gratter. Je pense à Olivier Sombre-Toupet d'une certaine campagne, toujours de com, de Exil, qui à un moment est devenu très teigneux par moment par la dynamique de table, mais pour le coup ton ange déchu là qui était quand même très différent de ce que tu joues habituellement, quoi. Donc je suis pas totalement d'accord quand on me dit qu'on joue toujours les mêmes. Tu as une façon de faire qui est très proche de la mienne dans la mesure où tu as une image du personnage qui est en général plus ou moins inspirée d'une autre fiction et tu te demandes ce qu'il ferait dans telle situation, et rien qu'en faisant ça tu arrives déjà à sortir de tes réflexes habituels, je pense. Bah, je suis pas d'accord, moi j'ai l'impression comme toi. Mais dans la réalité, je m'aperçois que c'est pas vrai. Parce que, en fait, dans la réalité, que je joue un méchant, un gentil, un naïf et compagnie, je m'aperçois que mon fond de joueur, et pas de personnage, de joueur de masse, ressort obligatoirement dans toutes mes parties. Par exemple, je suis quelqu'un que les gens trouvent chiant au premier abord. C'est comme ça. J'y peux rien. C'est vrai. C'est naturel. C'est totalement compréhensible. Et ça ressort dans tous mes personnages, tous. Je veux dire, les gens se sentent agressés. N'importe quel personnage que je joue, Sombre-Toupet par exemple, c'est typique, j'ai décidé de le jouer un mec super gentil. Et ben, obligatoirement, dans ces parties, il y en a un ou deux qui vont trouver qu'il est agressif, tu vois. Alors que... Il portait un uniforme et le pouvoir ça corrompt, hein, tu le sais. Mais non, mais moi je voulais pas jouer dans ce sens-là. Et tu vois, et typiquement, même si j'ai pas voulu le jouer dans ce sens-là, et même le... Tu avais la loi pour toi, tu n'as pas pu t'en empêcher. T'étais pas mauvais, t'étais juste dessiné comme ça. Même l'ange déchu, les gens, il y en a certains qui avaient une sorte de recul en disant bah attends, il m'agresse, c'est pas possible. Alors que, mais je l'ai vu même sur table. J'ai fait des campagnes de Cthulhu où j'essaye de jouer des gens qui sont pas particulièrement chiants. Et ben les gens ils disent putain mais tu m'agresses là. Donc ça c'est typiquement Mas, tu vois. Alors que Mas c'est un mec super cool. Hein, n'hésitez pas à lui faire des câlins dans la rue quand vous le croisez d'ailleurs. On mettra la photo à la fin. Mais ne le lancez pas sur la politique. Jamais. Non mais et donc et je pense que ça c'est pour mon cas, mais je pense que dans tous les cas il y a on va dire le caractère entre guillemets, j'aime pas trop le terme de caractère, mais le caractère entre guillemets du joueur et pas du personnage, du joueur va obligatoirement ressortir dans tous les personnages qu'il joue. Qu'en pensez-vous les autres ? Oui, je pense que c'est un peu inévitable en fait, mais dans le sens où c'est un produit de ce qu'on met en place et puis le simple fait que je pense pas qu'il y ait de possibilité de s'affranchir entièrement de sa personnalité. Mais oui, en fait, je voulais un peu, avant de répondre à la question sur les campagnes, je voulais un peu poser la question à Mathieu B. Est-ce que tes personnages te touchent ou est-ce que ce sont juste des outils ? C'est une très belle question en même temps. En campagne Qu'est-ce que c'est le jeu en campagne ? Mon Dieu, au secours. Tu veux dire des suites de one-shot, c'est ça ? Non mais si j'en fais ainsi du jeu en campagne, en fait les jeux en campagne c'est surtout des one-shots qui sont bien passés et qu'on n'a pas envie d'arrêter. Bah oui, toujours mes personnages finissent toujours par me toucher, ou en tout cas j'essaye de les mettre dans des situations où potentiellement ils vont, leur interaction avec les autres personnages va me toucher, ouais. Mais ouais, au départ moi je les vois surtout comme des outils. C'est-à-dire que clairement, un personnage que je crée c'est avant tout un joujou quoi. C'est un truc que je crée avec des accroches, avec des crochets sur lesquels les autres vont pouvoir venir s'engouffrer en fait, se rattacher. C'est un peu comme une balle quoi. Après je fais des balles plus ou moins dures, plus ou moins molles, plus ou moins agressives ou plus ou moins à la cool quoi. Plus ou moins en recherche de câlins ou plus ou moins là pour foutre le bordel. Mais avant tout ouais, c'est surtout un jouet quoi, comme un pion sur un plateau de jeu quoi.
si mon personnage, pour qu'il me touche, il faut qu'il prenne le temps de se développer. Et pour qu'il prenne le temps de se développer, il faut qu'il chope une certaine vitesse ou une certaine inertie comme une balle, quoi. C'est un peu comme le squash, si tu veux. Le squash, au début, c'est chiant quand tu commences une partie parce que ta balle, elle est froide, tu vois. Au début, les jeux de rôle, avant les premières interactions et avant qu'on ait commencé à raconter une histoire ensemble et à jouer avec nos persos, c'est un petit peu, voilà, c'est le moment où ça chauffe. C'est une super image, je trouve, parce que, en fait, je me rends compte qu'en posant la question, je suis un peu arrivé au même destination que toi, c'est-à-dire que je peux pas juste le considérer comme un être humain qui me touche. Il y a aussi allez, il fallait qu'on parle du jeu en performance, hein, c'était inévitable. C'est comment dire, le courant artistique du moment. C'est le concept de l'exigence qui est développé par Eugénie et KF dans leur théorie, plutôt dans leur manifeste, et sur le fait que j'arrive pas à dissocier l'envie de représenter un être humain à part entière qui va vraiment me toucher, et le fait que j'ai une certaine exigence esthétique, une certaine exigence en termes de récit, qui fait que j'ai envie que l'histoire soit belle et que le personnage effectivement atteigne une énergie intéressante et que ce soit pas simplement quelque chose que je vais jouer dans mon coin et qui va être plaisant pour moi. J'ai envie que ça aboutisse à ça peut paraître un peu prétentieux, mais oui, quelque chose d'artistiquement cohérent et joli, quoi, à la fin. Cette intervention a été sponsorisée par le ministère de la Culture non, mais sérieusement, quoi. Non, mais je te comprends tout à fait, JC. Je te comprends tout à fait parce que je suis dans la même optique, même si je pense que obligatoirement tu peux pas jouer dans ton coin, parce que si tu joues dans ton coin, obligatoirement ça marchera pas. Peut-être que tu te feras plaisir qu'à toi-même, mais au final ça donnera rien du tout de très intéressant. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, quand je joue un personnage, je le joue dans l'optique un peu entre guillemets théâtrale, tu vois. Même si moi j'ai jamais fait de théâtre, ni d'impro, ni théâtre classique, moi je joue comme si c'était un rôle, tu vois. Typiquement, moi, c'est pour ça que les gens, quand ils me parlent de jeu de rôle et le rôle disparaît, alors, souvent on parle de jeu de rôle, on dit ouais, non, mais le roleplay, ça sert à rien, le rôle, c'est un jeu avant tout, ça me débecte. Moi, je le joue comme un rôle. Quand je prends mon personnage dans n'importe quoi, en mainstream, dans des jeux de rôle moins classiques et compagnie, je suis avant tout là pour pas faire du jeu de plateau, mais pour jouer un rôle. Et voilà. Et donc je joue un spadassin. J'ai décidé, tu vois, quitte à prendre une épée en bois chez moi, quand je joue en virtuel, et à faire des... Par exemple, quand je jouais Marco, j'avais un pistolet factice dans les mains, et je trouvais que ça mettait du peps, tu vois, à mes tirades. Et je trouve que voilà, et ça me permet de... Après, ça peut faire plaisir qu'à moi, mais ça me permet d'être content, tu vois. Quand je fais des belles tirades, tu vois, des belles tirades, des trucs qui marchent super bien, et bah je suis content. J'ai joué mon rôle, et je suis content. Et je pense que, en plus d'être content, je pense que c'est positif pour le reste de la table, parce que quand t'as des mecs. Ouais. C'est très cool ce que tu dis. Oui, c'est vraiment excellent. En plus, ça me parle beaucoup parce que j'ai fait un petit peu de GN il y a 15-20 ans de ça. Et c'est vrai que du coup, ça n'a rien à voir, quoi. L'interprétation d'un rôle dans un GN, quand tu tiens ton flingue, quand tu tiens ton épée, et être simplement à la table de jeu et le déclamer en posant les deux paumes sur la table, c'est pas pareil, quoi. Donc c'est très cool comme Didi. Donc je vais essayer de réexploiter ça, moi, dans mes prochaines parties. Ton petit concept d'avoir un accessoire, un truc, quoi, pour être vraiment dedans, quoi. Le simple fait de se mettre debout, parfois, ça s'entend. Oui, et souvent c'est les MJ qui se mettent debout, tu vois. On dit aux MJ, n'hésitez pas à pas rester en bout de table, à tourner autour des joueurs, à machin et tout. Mais en fait, tout le monde devrait faire ça à la table, quoi. Après, je dis ça, mais c'est d'une évidence crasse, mais bon, mais forcément moins dès qu'on parle de partie virtuelle. On est censé être vautré dans son fauteuil, quoi. Bah, il faut avoir un câble assez long, quoi, c'est ça. Faut pas arracher le micro, quoi. Oui, effectivement. Mais je me retrouve carrément dans ce que tu dis, Mas, sur le fait que c'est... d'ailleurs, c'est ça le concept de l'exigence, en fait. C'est le simple fait d'être content et de sentir que les autres sont contents, et c'est pas par prétention qu'on a envie de faire du joli, c'est par simplement, c'est la condition de notre plaisir en GDR, en fait. On pourrait juste pas jouer autrement, c'est notre style, quoi. Et juste sentir que ce qu'on fait correspond à notre exigence, c'est pas quelque chose d'extérieur au jeu de rôle, c'est notre vision du GDR, en fait. Et c'est plutôt... c'est pas un effort particulier, c'est juste un style, quoi.
Mais c'est pas du tout un effort, moi c'est un plaisir quoi. C'est franchement moi qui... Une façon d'être. Non mais c'est la performance mais innée, tu vois. Elle est là quoi. Elle a pas besoin d'être intellectualisée, tu vois. Y a pas besoin de mots, pas besoin d'étiquette, tu vois. C'est ce que tu es, c'est ce qui transpire de ta personne. J'ai raison ou j'ai pas raison? Voilà. Nous, pourquoi masse? Nous trois, j'imagine. Il y a aussi, entretenir le côté du spectateur en soi. Oui. Ce qui fait que des fois, on reste bouche bée, on apprécie le spectacle, popcorn à la main, dans une scène où on n'est pas. Parce qu'on est fan des personnages des autres aussi, non? Ouais, clairement. C'est un tout, hein, de toute façon. Hein, voilà. Pourquoi on en est à réfléchir ou à dire comment on joue, etc. C'est avant tout parce que, voilà, comme vous dites, les garçons, c'est pour le plaisir du jeu, de jouer ensemble, quoi. Il faut effectivement qu'on soit fan des autres joueurs, il faut qu'on tente des perches, qu'on saisisse des perches, qu'on applaudisse quand les autres disent des trucs cool. Enfin voilà, quoi. Et effectivement, je suis assez d'accord avec vous, c'est des trucs qui sont innés, quoi. En tout cas, avec les années de pratique, moi c'est un truc qui est devenu évident, quoi. Je suis capable par exemple tiens, on n'a pas encore parlé des trucs, des différents styles de jeu, mais par exemple le fait de jouer pour mettre en valeur un autre personnage, joueur, Complètement. c'est un truc que j'adore faire, quoi. Typiquement, tu vois, je me mets légèrement en retrait par rapport à la scène, et pour porter sur mes épaules, hein, symboliquement, un autre personnage, pour le mettre en lumière, en fait, voilà. Et c'est super cool, quoi. Tu souffles doucement sur les braises. Voilà, ouais, soit en créant des situations qui vont faire que ça va peut-être le mettre un petit peu, ça va le mettre en tout cas sous les projecteurs, même si c'est en lui envoyant une crasse, tu vois, mais je sais que derrière le joueur va pouvoir s'en saisir, qu'il va pouvoir occuper le devant de la scène avec ça, quoi. Faut beaucoup de complicité pour ça, hein, c'est clair. Parce que sur l'étal anonyme, ça peut très très mal passer. Je te balance le micro en pleine face, Mas, parce que tu avais l'air d'avoir une objection. Non mais non, je pense que tu peux le faire en anonyme là, mais en fait il faut être malin. En fait il faut pas le faire justement en faisant des crasses et compagnie. Il faut par exemple les joueurs un peu en retrait. Souvent on joue à des parties où t'as deux ou trois joueurs qui prennent le dessus et les autres ils sont un peu en retrait. Dynamique sociale lambda. Il faut pas hésiter à les interpeller. Par exemple, moi, quand je joue un rôle et que sur ma table il y a un joueur, le docteur Watson, et moi je suis Sherlock Holmes, tu vois, un exemple, et j'hésite. Je pense qu'il faut pas hésiter quand toi t'es un peu un joueur au-dessus à dire et vous, docteur Watson, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, tu mets directement le joueur dans la situation et il est obligé de répondre parce que tu lui as posé la question. Ah mais carrément. En fait là vous retenez, parce que j'ai dit crasse dans ma phrase, vous retenez ça, hein, monsieur Volsung, parce que vous êtes ce genre de MJ. Mais en fait non, voilà, crasse ou effectivement petit cadeau, quoi, en fait, quoi. C'est un petit cadeau ludique. Bien sûr. Quoi. Grosso modo, je t'envoie la balle et je te fais une balle, je te la fais pas lifter chiante, je te la vois directement sur toi pour que tu la remettes comme tu veux sur le terrain. Par exemple, tu as un plan. Et toi, t'es plutôt le mec intellectuel, et de l'autre côté, t'as le mec qui est le bourrin, mais qui est un peu en retrait parce que il y a eu beaucoup de scènes où ça a été plutôt du drama ou de l'enquête et compagnie. Il faut pas hésiter à dire, voilà, on fait le plan pour attaquer la Syrie. Et vous, Jackson, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous qui avez les compétences pour nous envoyer, pour nous dire comment ça va marcher ce plan. Et là, Jackson il va prendre la main obligatoirement, même s'il n'est pas super à l'aise. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant, ce dialogue. À ce sujet, justement, pour envoyer des balles aux gens, est-ce que vous commencez déjà avec la création de personnages? Par exemple, en créant des relations asymétriques où vous allez vous mettre en situation vous allez volontairement vous donner des faiblesses ou vous mettre en situation d'infériorité vis-à-vis d'un autre PJ, que jouer son serviteur, par exemple. Est-ce que ça vous arrive de délibérément commencer avec la création à donner plus d'importance aux autres, ou justement vous aimez jouer une faiblesse, quelque chose qui va donner des balles ensuite, quoi? Je dirais que ça dépend, là typiquement ça dépend, si on est dans une partie comme on a l'habitude avec MJ par exemple, ça dépend, pour moi ça dépend du MJ quel est comment il va intégrer tes présenter, on va dire, les personnages avec les autres personnages. Est-ce qu'il va te demander directement de trouver des relations, ou s'il va pas demander ça? S'il demande pas ça,
J'avoue que moi, de moi-même, c'est plus compliqué. Mais si le MJ le demande, c'est faisable. Puisque te voici animateur, je vais te répondre, hein, comme si j'étais... Oui, s'il te plaît. Comme si j'étais... C'était bien, ouais, c'est ça mon but. Ça me parle beaucoup, cette question-là, naturellement. C'est un peu quand tu tires la relation comme des cordes de piano dès l'instant de la création. En fait, c'est quand tu sens que la tablée est plutôt morale, bah, tu vas jouer justement une fripouille, et inversement. Si tu commences à te trouver avec une tablée de contrebandier un peu douteux, tu vas incarner au milieu une sorte de phare immaculé, de droiture, et ne serait-ce que pour créer du rififi, si je puis dire. Mettre une belle pagaille. Moi j'aime beaucoup aussi les relations qu'on s'attend pas à trouver forcément, tu sais. Le frère, la sœur, l'ex-copain et l'ex-copine, tu vois. Avec des dossiers, tu sais, encore ouverts. Et du coup, pour recadrer un petit peu avec la question de JC, et pour aller un peu dans le sens de masse, ça va dépendre effectivement de la table. Parce que par exemple, tu vois, si demain je débarque à une table, il y a un MJ, je vais plutôt me mettre en retrait et puis écouter ce qu'il a à nous proposer. Par contre, si je sens qu'il y a moyen d'apporter des idées, forcément, je me sentirai le droit de proposer, en tout cas, après les gens acceptent ou pas, surtout les MJ acceptent ou pas, de faire un petit tour relation, tu sais, on a créé tous nos persos, bon bah maintenant, est-ce qu'on se créerait pas tous une petite relation sympa avec le voisin de droite, tu vois? Yes. Voilà. Mais après, bien sûr, c'est à valider à toute la table, quoi. Tu peux pas débarquer. Mais après, dans les jeux sans MJ, alors là, par contre, en général, c'est pompé up parce que c'est prévu dans les règles et tout ça, et qu'il faut bien une amorce, quoi. Faut bien qu'il y ait une étincelle qui foute le feu aux poudres dès le départ, quoi. Je vais me permettre une très légère digression vis-à-vis de ce que tu viens de dire, mais qui reste dans le sujet. Quand tu as abordé le lien du sang autour de la table, j'ai tilté tout de suite, parce que je me suis retrouvé dans un cas de figure qui m'est arrivé des centaines de fois, qui était problématique et qui n'a pas été problématique à ce moment-là. Je vous explique. À un moment, on est dans une partie où j'ai beaucoup d'attentes, et dans ces moments-là, plutôt que de faire ce qui est mon réflexe habituel, qui est de choisir le dernier livret de la pile ou d'attendre vraiment la fin, là, je partais vraiment avec un objectif en tête. C'est assez rare que ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, c'est vraiment que j'ai des aspirations très fortes sur le jeu. Et voilà le tour de table qui se prépare, et je me retrouve dans ce cas de figure qu'on a peut-être tous vécu au moins une fois. Tu as ton camarade de gauche ou de droite qui dépeint un personnage qui est excessivement proche de ce que tu voulais jouer. Et là, tu te trouves totalement con. Parce que tu ne peux que créer un personnage qui ferait double emploi, et vous allez vous batailler au niveau de la dramatique, au niveau des enjeux du personnage pendant toute la partie. Ça n'a aucun intérêt, et il faut très vite se mettre à jongler et partir dans une autre direction. À ce moment-là, quand j'ai commencé à évoquer ma détresse, si je puis dire, ma déconvenue momentanée, le fait qu'il fallait que je rebondisse, mon pote m'a dit « Pourquoi on serait pas frères ou cousins ?» Et en fait, on a réussi à faire des personnages qui avaient une bio très semblable, mais qui se sont trouvés dans une thématique très Sam et Dean de Supernatural, et avec un gros drame fondateur sur ce qui nous a un peu séparés, puis ce qui nous a rapprochés plus tard. Et c'était vraiment quelque chose de très rafraîchissant, vraiment une aubaine, une opportunité vraiment salvatrice qui m'a permis de jouer ce que je voulais, sans avoir à totalement dénaturer mon envie, et avoir quelque chose qui en plus nous soudait énormément à la table. C'est vraiment un grand moment, quelque chose qui depuis le temps que je pratique le jeu a réussi à me surprendre, alors qu'on s'imagine toujours avoir tout vu, alors qu'on n'a jamais... C'était ma petite digression gratuite. Je m'arrête sur une chose que tu as dit, sur l'attente. Moi, tous les jeux où j'avais une grande attente, ça aurait été une déception. C'est notre passion et notre pire ennemi. De pas avoir d'attente sur une partie. Mais c'est comme les films. En fait, on t'a dit ouais, celui-là il est génial, t'arrives et au final tu dis il est pas si génial que ça, et en fait c'est parce que t'attends trop. C'est comme si tu vas voir Alita Battle Angel ou Dragon Ball Super Broly, quoi. Voilà, les deux faces d'une même pièce. C'est autre chose. C'est un autre débat dans lequel on ne droira pas. Si on ose ouvrir le grand grimoire des attentes et des espoirs déçus, là, on tient encore 2 heures. Je vous ai jamais parlé de ma campagne des marques de Nyarlathotep, c'était en 98 et... C'était pas exactement ça, mais dans le sens où je me suis découvert un joueur très très toxique quand j'avais des attentes telles d'un jeu que quand à la table ils avaient signé pour... Enfin, moi j'avais signé pour True Detective, et quand la tablée avait signé pour Teen Wolf, ça a clashé. C'est parce qu'en fait, tu as des attentes par rapport à un jeu, mais en fait, au final, tu joues pas à un jeu. Le jeu, c'est un concept, c'est un bouquin, tu vois, c'est des règles. Tu viens pour jouer une partie avec une table, tu vois. Ouais, tu joues avec ton groupe. Oui, je suis d'accord, oui.
Pour ma défense de chieur, c'était aussi parce que le meneur aussi avait une attente et j'allais dans le sens du meneur. Mais bon, effectivement, il n'y a personne à la table qui a plus de légitimité pour dire le jeu sera comme ça. C'est un peu compliqué. Ma vie. Fin de la digression, en ce qui me concerne. Et sinon, est-ce qu'il y a des personnages que vous n'osez pas jouer? C'est vraiment sympa de m'avoir invité dans ton émission, j'y sais. Il est au taquet, JC, hein, parce que lui, il avait un plan, moi j'ai un plan aussi, mais c'est vrai qu'il a tout formulé ce plan. C'est ceux qui parlent qui font le plus de boulot, donc je pose des questions. Ouais, non mais tu crois qu'on t'a pas vu là, non mais t'es en train de te gaver sur le buffet? Ouais, tu parles plus, JC. Je te renvoie la question. Quels sont les rôles que t'évites comme la peste? Eh bien, c'est parfait, parce que moi je pose que des questions auxquelles je peux répondre. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment... Attends, t'es en train de me dire que tu peux susciter un attachement à ton personnage, toi? Oui. Oh, j'ai du mal à le croire. Pourquoi? Développe un peu, vas-y. Pourquoi donc? Eh bien, écoute... Non, mais parce que tu t'es pas exprimé dessus, sur ta propre question. Ah, ok. Non, non, je pense que... non, parce que mais tout est lié, tu sais. Je pense que... Oui, non, moi je développe un attachement au personnage immédiatement. Et en fait, plus il est éloigné de moi, plus je vais avoir envie de lui donner une voix, là encore, par exigence, un peu. De dire, non, je peux pas juste jouer un stéréotype ou quelqu'un d'extrêmement simpliste, et d'autant plus s'il est très éloigné de moi, si je vais jouer une femme, si je vais jouer quelqu'un d'une autre origine, je vais pas vraiment avoir de prise sur un concept qui est plus le concept est éloigné de moi, plus moins je vais avoir de prise pour être légitime, donc plus je vais partir de moi-même en essayant de juste apporter une forme de facette assez proche au départ, puis essayer de l'étoffer, mais je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de concept de personnage que je vais éviter. J'arrive pas là comme ça à trouver une forme de... J'y pense parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui évitent des jeux comme Dream Rescue, Dream Apart, pour en parler justement, en se disant non, je peux pas jouer quelqu'un de queer, je peux pas jouer un juif du Moyen-Âge en proie à la discrimination, c'est trop chargé, je peux pas être légitime. J'ai l'impression que quand on évite tous les stéréotypes pour le coup, et qu'on ne va pas se donner d'accent, on va pas se donner de caractéristiques outrancières, et qu'on va juste partir avec de sa voix et en se laissant influencer ensuite par le contexte qu'amène le jeu. On peut jouer à peu près n'importe quoi tant qu'on reste respectueux et dans l'empathie envers son propre perso, quoi. Ça me touche parce que typiquement, moi je me vois jouer tout et n'importe quoi. Mais par exemple, je joue rarement ou jamais le sexe opposé. Je joue jamais des femmes parce que j'ai l'impression que je ne pourrais pas jouer correctement, dans le sens où ça serait trop stéréotypé. Soit moi je le jouerais peut-être pas stéréotypé, mais je le jouerais non genre en fait, tu vois, je le jouerais comme si je n'étais pas ni une fille ni un garçon, quoi. Alors que bon, jouer un garçon c'est facile parce que je suis un garçon, j'ai toujours été un garçon, et je me suis jamais posé la question de jouer ou un homme qui aime les hommes, ou un homme qui aime les hommes et les femmes et compagnie, dans une partie, quoi. Et je pense que j'aurais la même difficulté dans le sens où je le jouerais, je le non-jouerais en fait. Je le jouerais non-genre, quoi, non-genré. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je pense comprendre. Au final, je pense que c'est la meilleure méthode. Pas forcément non-genre, mais de partir de toi et sans essayer de coller un stéréotype au départ. Est-ce qu'au final tu le collerais pas quand même, parce que t'as tellement de déterminisme en toi qui tu vois, bon, moi je parle de moi, il y a des gens qui sont peut-être qui ont moins de déterminisme là-dessus, quoi, que est-ce que au final ça sonnerait faux, quoi, parce que tu pourrais pas jouer une femme, tu vois. Non, je vais finir, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en fait dans notre façon de nous sociabiliser qui dépendent du contexte, des pressions qui pèsent sur nous, qui visent par exemple plus les femmes, plus les personnes de couleur, qui viennent de l'extérieur, qui viennent un peu modeler ce qu'on met en place dans la vie. Et je pense que, alors, toute proportion gardée et de manière extrêmement moindre, évidemment, en jeu de rôle, on peut retrouver dans le contexte que va amener le contexte du jeu, c'est-à-dire les éléments du scénario, les éléments qu'apportent les joueurs et les joueuses, on va un peu retrouver ce genre d'éléments qui, comme dans la vie, en fait, viennent nous influencer de l'extérieur
qui ne vont pas forcément à partir de l'intérieur en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se dire et si je suis pas légitime comme fan en fait. On peut simplement commencer à le jouer comme quelqu'un de neutre, comme tu disais, et ensuite voir en quoi le contexte nous influence et nous amène à jouer des choses et c'est surprendre un peu par ce personnage. D'accord, mais ça peut faire aussi un peu peur dans le sens où toi t'as l'impression de jouer neutre, mais en fait tu joues juste un stéréotype quoi. Et un mauvais stéréotype au final, parce qu'obligatoirement quand tu joues un stéréotype que tu t'en rends même pas compte, c'est que au final t'es mauvais là-dessus quoi. Je sais pas en fait, parce que si tu te laisses un peu modeler parce qu'amène le jeu et que tu te laisses surprendre par le perso, je pense que tu vas pas forcément être dans le stéréotype. Enfin, c'est comme ça que j'espère le jouer en tout cas. Moi. C'est-à-dire que si tu... Voilà. Oui, et puis regarde, tout à l'heure tu nous expliquais que pour jouer tes personnages, tu partais d'un cliché, puis après tu lui apportais des nuances. Bah tu vois en fait, quel que soit le genre de ton personnage, tu peux faire exactement la même chose. Moi un jour j'avais du mal aussi comme toi à voir comment jouer un personnage féminin. Et il y a un joueur qui m'a dit mais en fait un personnage féminin, c'est tu joues ton personnage comme tu joues ton personnage habituellement, point barre quoi. C'est que si tu joues effectivement un cliché, tu joues d'habitude le Rambo ultra testéroné qui dézingue tout, rien ne t'empêche de faire une nana gavée à la testostérone aussi qui soulève des haltères et qui dézingue tout quoi. Simplement, le fait de mettre le pied à l'étrier et de te permettre de le faire une fois, deux fois, trois fois, après tu vas prendre le pli et puis après derrière tu vas peut-être effectivement commencer à t'éloigner de tes clichés, etc. pour y apporter un petit peu de subtilité si tu veux. Je vais me faire en partie l'avocat du diable et saisir cette perche parce que ça a été évoqué plus tôt dans l'émission maladroitement par moi-même. Du coup, ça me permet de rectifier le tir. Donc là, on parlait de la légitimité et du risque d'être excessivement maladroit, surtout sur une partie enregistrée et insultant, quand on s'attaquerait à des choses qui nous sont peu familières. Et donc là, naturellement, je parle du genre, je parle pas de l'attirance sexuelle, parce que souvent les gens répondent spontanément je pourrais jouer un gay sans problème, c'est juste qu'il s'agit juste d'aimer des mecs, je parle pas de ça, je parle vraiment du genre. Et de notre crainte qu'on a au moins commune, je pense avec JC, mais c'est aussi le cas avec Max et Morgan quand on a tenté de jouer à The Watch, ou l'incontournable Dream Askew, où tu ne peux pas résumer ton genre au fait de jouer un garçon manqué. Je veux dire, il y a même un jargon qui est totalement hors de portée pour nous autres hommes cis lambda. Je veux dire, Art Femme, Butch Queen, Gargoyle, Raven, c'est-à-dire ce sont des termes qui sont très chargés et qui nous sont totalement inconnus. Et je sais qu'on luttait déjà, rien sur The Watch, rien que quand il s'agissait de jouer quelqu'un qui soit fluide. Rien que là, on commençait à buter et on se disait qu'on allait automatiquement faire du tort à quelqu'un dès l'instant où on publiait une émission où on se donnait un genre qui n'était pas le nôtre. Ouais, alors là, toi, j'aurais deux choses à te répondre. Déjà, il faut s'autoriser. Moi, je passe du principe il faut s'autoriser les choses comme ça. Et que se mettre des barrières en disant je saurais jamais faire sans être insultant, c'est du bullshit. Premier point, argument d'autorité, bullshit. Deuxième point, donc un peu plus, qui est vraiment ma vraie argumentation, c'est à partir du moment où les gens y vont avec des bonnes intentions, et effectivement, comme disait JC tout à l'heure, ils vont vraiment pour découvrir également, avec l'esprit de découvrir un genre ou découvrir une situation, découvrir une transidentité par exemple. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Alors effectivement, si tu y vas sans t'être renseigné un petit peu avant, sans avoir au minimum regardé à quoi correspondaient les termes, oui. Ouais, effectivement, tu vas être à côté de la plaque, mais tu vas être juste à côté de la plaque. Tu vas pas être insultant, tu vas pas être dénigrant, tu vas pas être, tu vas pas être transphobe ou quoi. Enfin, un exemple mais appliqué à un autre style. Je débarque dans un jeu de rôle dont le style c'est très inspiré des films sur le Vietnam, aux USA dans les années 60-70. Mais j'en ai jamais vu, quoi. Forcément, je vais être à côté de la plaque, mais je vais pas forcément être insultant ni dénigrant par rapport au genre de film. Mon intuition, parce qu'après derrière, tu peux très bien dire que t'es pas d'accord avec ça, c'est que à partir du moment où tu y vas avec l'esprit ouvert et que tu, grosso modo, pars pas en établissant des vérités, tes propres vérités, en disant bon bah voilà, moi je vais jouer de manière outrancière une drag queen parce que X raison, il n'y a pas de raison que ça crée de la merde, quoi. Voilà. Et en tout cas, je l'ai vu sur les parties de Dream Askew où effectivement ça se passait très bien, mais crescendo, tu vois, voilà, les gens qui connaissaient mieux la culture queer jouaient effectivement sur des acquis, et ceux qui connaissaient moins, bah du coup, y allaient en tâtonnant et puis avec un esprit curieux, quoi. Juste un petit ajout, mais évidemment je pense que Mathieu est d'accord avec moi là-dessus, c'est si on dit quelque chose qui
heurte quelqu'un concerné, évidemment ne pas se braquer et accepter son avis et l'intégrer sans prendre la mouche, quoi, voilà. Ce qui est un peu une évidence, mais voilà. Ah, mais je suis d'accord avec vous, les gars. Mais c'est vrai que oui, et puis sur MSQ, je comprends effectivement l'inquiétude un petit peu de. Alors après, Avery Elder, juste pour prendre son cas à elle, dit bien que les termes employés sont en partie poétiques et peuvent être interprétés, mais je comprends que ça n'arrange pas les choses, surtout pour revenir sur ce que tu disais, Volsung, dans le fait de faire un podcast, ce qui implique une ligne éditoriale, quelque chose qui dit plus qu'une partie lambda jouée simplement pour 3 personnes, 4, 5 personnes. Ça dit quelque chose sur ce que tu veux déployer, t'as une intention artistique, hein, faut pas avoir peur des mots. Donc je comprends que tu te poses plus de questions sur voilà, si on va faire une partie sur un jeu qui parle du patriarcat, avoir que des joueurs 6 mecs autour de la table, est-ce que c'est une bonne idée, quoi? Pour un podcast, je comprends, évidemment. Clairement, Dream Rescue, c'est un jeu queer qui a été fait en pensant à des personnes queer qui vont jouer, qui vont prendre du plaisir justement à jouer avec leur propre culture, l'amener à la table, là où la plupart des autres jeux n'abordent pas forcément ce terme-là, voire même carrément l'évacuent tout de suite. Donc demain, je devrais monter une émission d'Actual Play pour Dream Rescue. Intégrer des personnes queer, ça me paraît une évidence, quoi, tu vois. Peut-être pas 100% du casting, tu vois, mais... Il me semble que Monster Hearts avait été rédigé dans la même idée, mais Monster Hearts, en revanche, il est plus facile de s'approprier un playbook. On donne vraiment l'intention derrière, alors que là, effectivement, le genre, c'était le flou artistique. Bon, après, il faut dire qu'il y a aussi la nature du playbook qui va teinter automatiquement le personnage. Mais c'était une donnée qui aurait mérité d'être un peu d'occupe. Du coup, je sais pas, parce que moi, j'ai toujours pas lu le jeu définitif, en fait. Hein. La V1 de Dream Rescue, celle qui était sortie en 2011, c'était clairement Apocalypse World avec un nouveau concept. D'ailleurs, on retrouvait plein de choses d'Apocalypse World dedans, quoi. La bêta de la version 2, c'était 10 pages, donc du coup, il y avait vraiment juste l'essentiel. Et j'ai toujours pas lu, du coup, sa façon, comment Avery Elder amène le jeu dans sa version complète bouquin, là, qui est sorti fin d'année dernière. Je prends toujours mon exemplaire. C'est justement c'est de ce texte final que j'ai presque lu entièrement que je veux m'inspirer en disant, enfin, que je citais, en fait, où elle dit, effectivement, n'ayez pas peur d'interpréter les gens un peu comme vous voulez, mais soyez réceptifs si on vous dit que ça heurte et que c'est discriminant. Ouais. J'hésite à clore la digression. Moi, je reste un peu craintif, mais après, c'est normal. Une émission, c'est un autre aspect, vous avez totalement raison. Mais j'hésite à clore la digression et du coup, revenir vers le débat en posant la question qui avait été évoquée plus tôt et qui est liée à ce qu'on vient de dire d'une certaine façon, c'est à savoir quels sont les rôles qu'on évite à tout prix autour d'une table. Est-ce que je le fais? Est-ce que ce serait pas injuste vis-à-vis de la porte qu'on vient d'ouvrir? On va revenir au débat que j'avais lancé tout à l'heure. Est-ce que ça vous dérangerait de jouer, sachant que vous êtes des humanistes, des grands méchants, mais méchants, je veux dire, qui torturent des gens, qui sont vraiment des dégueulasses, quoi. Ah non, moi je kifferais ça, moi je pense. Oui. Non, en fait, moi oui, ça y est, merci Bass, parce que j'avais aucun souvenir en fait d'un personnage qui m'ait vraiment dérangé. Bah si. En fait, le seul personnage que j'ai vraiment détesté jouer, malgré le fait que ça ait donné quelque chose de plutôt sympa au final en termes d'histoire, c'est Louis Wassott, le jeu de rôle Sot, où il faut jouer un salaud complètement comme un cultiste de Cthulhu, donc quelqu'un qui n'a aucune moralité et qui est en plus très fourbe. Donc oui, jouer quelqu'un d'entièrement étranger à soi, sans avoir aucun moyen, puisque le contrat social l'indique, de le rendre touchant, là je sens une vraie rupture avec moi-même et ça me rend très mal à l'aise, j'avoue. Alors, déjà, le contrat social qui indique qu'il faut pas le rendre un peu humain, moi je trouve que déjà c'est raté parce que tout humain, même le cultiste le plus, tu vois, il a quelque chose d'humain, tu vois. Donc Oui, mais là c'est un jeu un peu, c'est un jeu un peu qui est dans le registre de l'ironie, où on joue des caricatures qui sont là pour être un peu torturées par le MJ. Je crois que c'est un des seuls jeux PBTA où il est stipulé que ce sont des personnages qui méritent ce qui va leur arriver et qu'il ne faut pas être fan d'eux en fait. Donc tu peux pas vraiment te réconcilier avec lui au final, quoi qu'il fasse, quoi. Oui, mais en même temps, pour bien me souvenir de la lecture de ce jeu,
tes super méchants là, tu les vois quand même aussi au quotidien se dépatouiller avec des excuses bidons pour ouais mais non chérie là je peux pas aller chercher les mômes à la piscine parce que en fait je vais dans une cave avec d'autres pour tuer des gens. Tu vois, j'ai toujours trouvé qu'à la lecture en tout cas, hein, j'ai pas joué au jeu et puis je pense pas avoir écouté tout l'actuel play non plus. Il y a toujours ce décalage qui se crée entre le quotidien du cultiste, donc qui effectivement part de plus en plus en quenouille au bout d'un moment, il est plus du tout humain, mais au départ il est quand même assez intégré socialement, et dans tous les films où on voit des méchants comme ça dans leur quotidien, il y a toujours cette distanciation un peu sympa. Oui, enfin, ce serait un peu trop technique et centré sur ça, mais donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais en fait il y a en plus plusieurs éléments méta qui font que c'est un jeu secret, c'est un jeu où il y a des choses dissimulées et où on ne sait pas vraiment sur quel pied on danse jusqu'à la fin, et ce qui fait que tu maîtrises pas tous les paramètres, et donc tu sais pas vraiment ce que le jeu veut t'amener à jouer avant d'avoir compris que... Oui, puis les joueurs se tirent dans les pattes en plus, donc... Voilà, ça rajoute un degré où j'ai un peu de mal à centrer un peu ce que le jeu veut me faire faire en fait. D'accord. Du coup, moi je reprends la parole du coup par rapport à la question que tu as lancée. Moi ça me dérangerait pas du tout de jouer des hyper crapules, parce que j'aime bien les œuvres qui dépeignent des personnages vraiment pas cool, vraiment méchants, qu'ils aient une opposition valable en face ou pas. De toute façon, la question que je vais toujours me poser, c'est est-ce que ça crée du bon jeu sympa pour tout le monde, quoi. Si ça fait chier tout le monde que je joue une grosse crapule, bah ouais, ça va me faire chier de jouer, et puis on va peut-être même carrément changer de perso, quoi, s'il faut, quoi, tu vois, ou arrêter la partie, jouer à un autre jeu. Mais si c'est intéressant pour tout le monde d'être en opposition avec moi, ou si c'est intéressant de me courir après, est-ce que si c'est intéressant d'être en opposition, ou autre, quoi, ou de travailler pour lui, parce que c'est marrant de le faire, why not, quoi, tu vois. Je viens carrément d'avoir une épiphanie grâce à toi. En fait, je comprends un peu mieux pourquoi j'aime pas les jeux à secret. C'est parce que justement, quand je sais pas exactement ce qu'on attend de moi et que je peux pas faire mon solitaire, pour reprendre le terme de Firebrands, où je vais imaginer quelle trame serait le plus intéressante et même imaginer plusieurs trames possibles pour mon perso et ce qui pourrait être le mieux pour la table, parce qu'il y a des éléments qu'on me cache. Je prends beaucoup moins de plaisir à jouer qu'en fait. Parce que j'ai l'impression que je sais pas vraiment comment être au mieux pour tout le monde quand il y a des éléments du jeu qui restent dissimulés, quoi. Du coup, tu insinues que SOT ne se prête pas à l'ironie dramatique ? Eh bien, je pense que pas exactement, puisque tu ne sais jamais vraiment ce qui va te tomber dessus. Ouais, effectivement, ouais. Tu vois, donc pour avoir de l'ironie dramatique, il faut que tu saches quand tu vas y passer, par exemple. C'est vrai que je me rappelle de la structure du jeu, effectivement, oui, il y a beaucoup de choses qui sont secrètes. Ouais. J'ai eu la chance d'y jouer il y a pas très longtemps, alors que je l'avais uniquement mené, et il y a des moments où je cachais pas mon intention de zigouiller telle personne dans notre culte, quoi, en l'absence du personnage, mais au nez à la barbe du joueur. En fait, j'y prendrais beaucoup plus plaisir, en fait, comme tous les jeux secrets, en connaissant tout à l'avance, quoi, je pense. Ouais. D'ailleurs, ça pourrait se jouer, hein. Je pense pas que ça dénaturerait tant que ça le jeu, quoi. Oui, je pense que ce serait possible. Ouais, alors pas le même jeu, quoi, c'est sûr, quoi. Mais ça peut être fun aussi, quoi. Je ne me rappelle même pas si dans SOT, il y a un bout de texte à ce sujet, sur les secrets à la table ou pas. Parce que... Je sais pas, peut-être dans la V2. Il y a des choses qui sont évidentes suivant le type de lecteur, en définitive. La V2, c'est le texte à changer, hein. Il y aura pas... C'est juste l'illustration, le mec l'a avoué, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pledgé, hélas. Oui, c'était surtout une version print on demand, surtout. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, le mot de la fin, alors... Cacahuète. Ouais, je pense qu'il faut qu'on se donne rendez-vous pour une partie de jeu de rôle. Je pense, ouais. Il y a que comme ça qu'on doit finir un podcast où on parle de jeu de rôle. Moi, je vois ça comme ça. Avec des limonades au citron pour moi, c'est un thé pour Volsung et des bières pour JC et Mathieu. C'est ça, et un jeu où on repousse nos tabous dans le respect et le care. Un thé pour Volsung, je pourrais te surprendre. Hein. Certains alcools, j'en les bois comme du petit lait. Je note. Alors, moi, j'ai eu une épiphanie en mélangeant du Belaise avec de l'amaretto. Où je jouerai une personne de type féminin et je vais voir ce que ça donne. Et moi, je tomberai amoureuse de toi et on couchera ensemble et on aura une scène de cul en plein milieu. Ok, donc voilà. Cacahuète. Moi, cacahuète, je dis cacahuète, c'est mon mot de la fin. Vous en avez un, les mecs, comme mot de la fin? C'est quoi votre mot de la fin? Cacahuète, c'est un peu pitoyable, mais non, j'ai pas de fin. Je veux dire, la fin, c'est quand le générique qui part, quoi. Donc on s'en fout, quoi. Non, parce qu'en général, tu restes, parce qu'après, il y a au moins 1 à 2 scènes de post-credit, tu vois. Ah, ça, c'est que Marvel, ça. Moi, je vous fais des bisous, les mecs. Je vous fais des bisous partout. Eh bien, bon vent, et à bientôt. Tout pareil. Ciao, ciao. Merci. Il faut savoir finir, Volsung. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, Vols. Oh, je vous aime. Je vous quitte, mais je vous aime. Sachez-le. Voilà. Prout. Salut.
de chien, tu peux pas dire une chose pareille. Mais non, abruti, mange tes dés de vin et tout, fais du vrai jeu de rôle.